Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Allô, Julien? Salut Joël. Ça va? Ça va, toi? Ben oui, ben oui. Hey, bonne année! Bonne année! C'est vrai, on est le 2 janvier. On est le 2 janvier 2024. Wow, 2024. Comment tu te sens en 2024? Je pense que je me sens serein. OK. J'espère que je me sens serein. Ben, je te le souhaite. On dirait que c'est comme... c'est une belle, un bel état d'esprit. Ouais. La sérénité. On se souhaite tous ça, me semble. C'est rare hein, qu'on souhaite la sérénité, mais je sais pas. C'est quoi ton souhait, mettons, pour 2024? Mon souhait, ce serait d'écouter Sérénité. Le film stand-alone sur Firefly? Sur Firefly, ouais. OK. C'est ça, en fait, mon souhait. Ah, c'est quand même facilement réalisable. Je pense que tu vas y arriver. Avec un peu d'aide, là. Ben, je sais pas. Pour vrai, si on arrive en 2025, puis je te demande, puis Serenity, c'était comment? Puis tu fais comme, j'ai pas été capable d'accomplir mon souhait. Ouais, non. Mais après avoir écouté Serenity, mettons, si je me souhaite de quoi, ça va être... moi, j'aimerais ça avoir plus de temps pour lire en 2024. Ouais. OK, oui. Ou faire du temps pour lire. C'est pas facile de se faire du temps pour lire non. si t'as pas vraiment... De un, il y a des gens que je connais qui ont juste ça naturel. T'sais, ils adorent la lecture, puis c'est leur évasion quotidienne où ça arrive naturellement dans une semaine. Il y a des moments, c'est mon moment pour lire, puis là, je plonge dans un roman. Mais on dirait que il y a tellement plein de médias qui nous sont martelés, qui nous sont comme... On est surstimulés dans tous les sens, que c'est ça, le roman, c'est trop un investissement, c'est pas assez, ça paye pas assez vite. Tu sais, on est dans l'ère des réseaux sociaux qui tu scrolles, puis t'arrives à quelque chose, puis tout de suite t'arrives à quelque chose d'autre, puis une demi-heure qui a passé, puis t'as aucune idée qu'est-ce que t'as regardé. Exact. Ben, le roman, c'est le contraire. Fait que, il faut que tu crées ce temps-là. En tout cas, pour moi, ça me vient pas naturellement, puis il faut que je me crée ce temps-là. Puis à chaque fois que je le fais, je suis tout le temps content. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que il y a une catégorie de personnes que ça vient naturellement, comme tu expliquais, mais moi, je pense que j'aime vraiment ça, lire. Mais il faut que ça soit discipliné puis que je trouve un moment pour le faire. Sinon, ça se passe pas. Quand j'ai commencé à écrire de façon sérieuse, je me suis dit, ben là, ça n'a pas de bon sens si je lis rien. Il faut que je sache qu'est-ce qui se donne, qu'est-ce qui se fait. Fait que j'ai commencé à lire en le concevant un peu plus comme un devoir. Là. C'est important, il faut que je le fasse. Fait que je me suis dit, ben, ça n'a pas de bon sens que je le fasse pas. Je vais m'inventer du temps, puis je vais me forcer. Puis ça a été ça mon approche au départ, mais c'est vite passé à genre, non, c'est pas un devoir, c'est un plaisir, tu sais. Mais tu fais un point important, là, faire du temps pour lire. T'aimerais-tu ça avoir accès, genre, à la chambre dans Dragon Ball? Là? Ouais. Tu pourrais rentrer là puis lire. Puis C'est exactement ce que je voulais dire. Okay. Ouais. Je sais pas pourquoi tu le reformules, parce que c'est ça que j'ai dit. Là. C'est faire ça que tout le monde du a temps, compris. c'est aller dans la salle de l'esprit du temps. À la place de m'entraîner, je vais lire. Puis je vais me faire du muscle littéraire, comme on dit. On le sait que tu vas trouver quelque chose d'autre à faire un coup rendu là-dedans. Là. Oui. Ouais. Ouais, faire tes impôts. Oui, c'est ça. C'est comme toutes les affaires que j'ai pas le temps de faire dans la vie, je vais pouvoir les faire là-dedans. Ouais. Puis je revenais. Mais tu sais, tu penses qu'on peut amener genre des... Je sais pas moi, de l'alcool ou je peux t'amener de la bouffe? Est-ce que genre je suis déconnecté de... Il faut vraiment juste que je rentre là-dedans puis je m'entraîne / je travaille ou... Non, je pense que c'est une règle. Comme la règle, c'est que quand tu es dedans, le temps que tu... l'expérience du temps que tu fais quand tu es là-dedans, mais toi, tu as beaucoup, beaucoup de temps, puis quand tu en ressors, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'est passé pour les autres. Ce que tu fais à l'intérieur, ce que tu amènes avec toi, je pense que ça te regarde. Mais je veux dire, il faut que tu ailles aux toilettes. Là. Il faut que le temps passe pour vrai pour toi, puis ton corps vieillit. Ou non? Ben, là, c'est vraiment comme aller à 99,9% de la vitesse de la lumière. Exact. Tu sais, comme toi, ton temps passe plus lentement que le temps de tout le monde. Mais est-ce que Sangoku, il vieillit plus vite? Tu sais, genre, il ressort, il a pris une couple d'années, puis pas les autres? À la Interstellaire un peu, genre? Ouais. Ben, écoute, je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il devient juste meilleur. Mais... C'est le contraire d'Interstellaire, mais c'est pas grave. Oui. OK. Mais, ouais. Je pense que je trouverais d'autres choses à faire que lire, finalement, quand même. Puis là, je serais encore genre, quand je vais dans la chambre de l'esprit du temps... Mais je pense que c'est grâce à ça que Matthew McConaughey est devenu Super Saiyan 3. Sinon, il aurait jamais réussi.
Si je me trompe pas, là, tu me corrigeras si je me trompe. J'ai aucune correction à apporter. OK. Toi, tu souhaites quoi pour 2024? Lire Ah, mais non, puis c'était ma regarder réponse. Sérénité. OK, c'est les deux réponses. Ah, écoute, je t'ai posé en premier, mais j'avais exactement la même chose en tête. Non, qu'est-ce que je me souhaite? Je pense que j'aimerais juste avoir plus de 2023. J'ai rarement eu une année où ce que j'ai fait autant exactement ce qui me plaisait. Ah, OK, je comprends. Fait que si 2024 peut être une extension naturelle de 2023, je vais être vraiment heureux. Wow. Ouais, mais c'est rare, hein? Tu sais, des fois, on arrive à la fin d'une année et on fait comme, OK, 2015, down the drain. Je suis en tabarnak, je voulais pas vivre ça. Puis là, tu t'en rappelles longtemps. Puis ça, c'est une année de caca. Et là, je pense que ça vaut la peine de souligner quand non, 2023, c'en était une bonne pour moi. Fait que, ouais, more of the same. Hashtag gratitude. Hashtag gratitude. Ouais. Ouais. Hey, si tu viens de te joindre à nous, t'écoutes comme du monde. Je suis Ouais. encore en train de tutoyer nos auditeurs. Ben écoute, tu fais ce que tu veux. Hein. À un moment donné, je vais arrêter de te le reprocher. Là. Je t'ai dit une fois que ça sonnait un peu maternel, mais c'est pas grave. Puis on est sur les ondes de choc.ca. C'est Julien. Et Joël? Puis aujourd'hui, on parle de magie et de surnaturel. Ouais. On parle de démiurgie. On parle de world building. On parle de ça à chaque fois. Là, on va parler de magie surnaturelle. Et Julien, c'était ton petit chouchou. Ben, Ça fait longtemps que tu me dis j'ai hâte qu'on parle de ça. c'est que là, c'est sûr qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de religion, mais à part ça, là, on a souvent eu des thèmes qui étaient plus scientifiques, mettons. Mm-hmm. Xénobiologie, urbanisme, on était plus dans... Je vois pas ce que tu veux dire. C'est très fantaisiste, l'urbanisme. Puis là, on a vraiment un thème qui est quelque chose qui n'existe pas, finalement. Mm-hmm. Est-ce que dans ton monde, il y a de la magie? Puis s'il y en a, ben c'est quoi les règles qui entourent ta magie dans ton monde? Elle vient de où? Comment on l'utilise? Comment on s'en sert? Est-ce que c'est tout le monde qui l'a fait? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est illégal? Il y a un paquet de questions qu'on va, j'imagine, survoler pendant l'épisode. Ben plongeons. Ouais? Moi, d'habitude, j'arrive tout le temps avec une approche très basée sur notre monde puis la réalité dans notre monde. Puis cette fois-ci, j'ai pas fait ça. Puis toi, t'as fait ça. Fait que Ouais. je te laisserai commencer puis nous ouvrir la boîte de Pandore. C'est que je pense que je suis un peu tombé dans un piège quand OK. j'ai commencé mes recherches sur le thème, à cause qu'on a toujours fait des thèmes qui étaient ancrés dans le réel. Là, j'étais comme, OK, ben là, la magie, OK, je vais chercher quoi dans le réel? David Copperfield, Pour Chris vrai, Angel. pour vrai, t'es allé là. Mais non, mais je cherchais, tu sais, sur quoi on se base dans le fond. Puis dans la littérature, quand la magie s'est intégrée dans la fiction, est-ce que ça venait de quelque chose de réel? Est-ce que ça venait d'un vécu réel des auteurs? Mm-hmm. C'est sûr qu'on le sait, en tout cas. Spoiler alert, là, je pense on s'entend pour dire que la magie, elle n'existe pas vraiment dans notre monde. Écoute, moi, je voudrais pas me mettre des auditoristes à dos. Je sais qu'il y a des gens qui croient en toutes sortes de choses. On va s'avouer que toi et moi, je pense qu'on est assez cartésien puis assez rasoir de cam. Puis Stoïque. on est très stoïque. et je pense qu'on ne croit pas beaucoup à ces choses. Moi, je crois zéro à ces choses-là. OK. Mais c'est sûr que dans notre monde, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instances d'interprétation de la réalité par la magie, par la penser, ben ça, c'est de la magie, puis la magie, ça existe. Fait que c'est sûr qu'on peut fouiller là-dedans, tu sais. Je pense que pendant longtemps, on cherchait une explication à ce qu'on observait autour de nous. Mm-hmm. Puis, à défaut d'avoir des capacités scientifiques qui étaient très avancées, ben, à un moment donné, on cherchait une façon de l'expliquer, puis on essayait de schématiser un petit peu l'organisation du monde, comment que les choses pouvaient avoir pouvaient être interreliées, s'influencer l'une l'autre. Puis, rapidement, ben, quand on lit des textes anciens ou des textes qui datent, même on peut remonter à l'Antiquité, ben, souvent, on remarque, la philosophie, c'est ça, là, Ouais. bon, okay, comment les idées viennent s'installer dans ce monde-là, puis comment est-ce que c'est influencé par l'environnement, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé un texte, en fouillant un peu. Je ne l'ai pas lu, le texte, parce qu'évidemment, c'est pas quelque chose qui se trouve facilement, puis c'est quelque chose d'assez dense.
Mais Quand tu m'as dit que ce que tu voulais faire de 2024, c'était plus lire, c'est tout ça? faudrait que je lise ça. OK. C'est bon. Fait que ça s'appelle l'Hermetica. Est-ce que tu connais ça? Non, je connais pas ça. Tu m'en as parlé, tu m'as dit, ça, c'est... Je veux parler de ça aujourd'hui dans l'épisode. Puis j'ai dit, go for it. Aucune idée de quoi tu parles. OK, mais je vais te guider un peu là-dedans. OK? Puis après, je t'expliquerai, puis on discutera de pourquoi est-ce que ça correspond un petit peu, selon moi, à la magie de notre monde. OK. Fait que l'Hermetica, c'est un recueil de textes ésotériques. Ça aurait été écrit, puis là, je dis aurait parce qu'on s'entend avec les... On n'a pas le manuscrit, on n'a pas l'original. Tout ce qu'on a pour se baser sur l'âge de ça, c'est des traductions. OK. Puis d'une traduction à l'autre, on essaie de voir s'il y a des termes qu'on pourrait se dire, ah, ben là, ce terme-là, il est apparu dans d'autres textes à telle année. Bon, fait qu'on on fait un petit peu des inférences quant à l'âge de ce texte-là. Mais ça aurait été écrit entre 300 avant Jésus-Christ, 400 après Jésus-Christ. On se donne cette braquette-là. Là. Et on attribue ces textes-là à un personnage mythique en partant, quelqu'un qu'on sait qui n'a pas de manifestation réelle. C'est un personnage qui n'existe pas, qui s'appelle Hermès Trismégiste. Connais-tu ça? Non. Non, OK. Ce gars-là, Hermès Trismégiste, ce serait une fusion entre le dieu grec Hermès puis le dieu égyptien Thoth. On aurait comme pris ces deux concepts-là, puis c'était quand même pas mal à la mode en ce temps-là, surtout pour les Grecs, les Romains, d'arriver dans un contexte païen puis de faire « Ah oui, ben ce dieu-là, il ressemble vraiment beaucoup à mon dieu. Dans le fond, c'est le même gars. Oui. Tout le monde est amis. » Fait qu'ils les ont mis ensemble. Puis c'est à lui qu'on attribue l'hermétisme, donc Hermès. Fait que c'est quoi l'Hermetica, tu vas me dire? Oui, c'est quoi? Julien, c'est quoi l'Hermetica? C'est un texte qui est en deux parties. La partie qu'on dit qui est pratique, celle qui nous intéresse probablement le plus, parce que c'est la partie qui est occulte. On va parler dans cette partie-là de magie, d'astrologie, de divination, d'alchimie. Fait que pour moi, la magie, c'est dans notre monde l'astrologie, la divination, l'alchimie, puis ce qui en a découlé après. Tu sais, c'est comme un concept assez simple. L'alchimie, pourquoi je dis que je peux l'associer facilement à notre analogue de la magie dans la littérature, c'est que dans l'alchimie, on parle de transmutation, qui est une école de magie dans Donjons Dragons. Fait que, on l'a, la transmutation. C'est avec la pierre philosophale, changer n'importe quel métal en or. Et on essaie aussi d'atteindre l'immortalité d'une façon magique. Fait que tout ça, c'est abordé dans cette partie-là qui est dite pratique. Mais il y a aussi une partie philosophique. Puis cette partie-là, ça ressemble un petit peu comme un melting pot de tous les mouvements philosophiques qui étaient cool à Alexandrie à cette époque-là. Je sais pas si tu me suis un peu. Là. Ben, je te suis, mais je vais t'avouer que les modes d'Alexandrie des années 400 avant Jésus-Christ, pas sûr de les connaître très bien. Fait que moi, je le sais, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient pas, tu peux le dire. Là. Ben, c'est-à-dire que des idées hermétiques, puis même de citer, tu sais, que ça vient d'Hermetica ou ça vient d'Hermès Trismégistus, on va le retrouver à travers toute l'œuvre de la philosophie antique. On va en reparler à la Renaissance. Au Moyen Âge, on va le traduire. L'Église va vouloir le traduire. Fait que c'est quand même des concepts comme philosophiques, je pense qu'on peut dire qui sont pré-platoniciens. Oui. Là, rendu là, nos auditeurs qui sont philosophes ou qui allent en philosophie pourront intervenir. Là. Encore une fois, on n'est pas des doctorants en... de toute façon, moi, je veux parler de magie, je ne veux pas parler de philosophie. On n'est pas des philosophes, on n'est pas des platoniciens, on n'est même pas des pré-platoniciens. C'est ça. T'sais. Bon. Fait qu'est-ce qu'il y a vraiment de magique là-dedans? Je vais te raconter l'histoire de la table d'émeraude. OK. À vous, là, tu dis, table d'émeraude, on est-tu dans Le Seigneur des Anneaux? On est-tu? Ben non. On est dans l'Hermetica. Ce serait un deuxième texte que tout de suite, on a dit, ça, c'est sûr que c'est Hermès Trismégistus, qui rendu là est un peu notre Gandalf. Mm-hmm. C'est sûr que c'est lui qui a écrit ça. Fait que la plus ancienne version qu'on a, c'est une traduction arabe qui date du 9e siècle. Et on pense que ce serait possible qu'il y ait une origine grecque, ce texte-là, fait que plus ancienne. On pense que ce serait possible, mais encore une fois, on ne peut pas vraiment le prouver. Il y a des phrases dans ce court texte-là qui, peut-être que tu as déjà entendu ça, c'est ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Non. As above, so below. J'ai jamais entendu ça. Ah ça. non? OK. Non. Dans le fond, ce serait les derniers enseignements de Trismégiste, avant qu'il remonte vers les cieux, avant qu'il retourne dans son royaume divin. Ce texte, on l'aurait trouvé sur un morceau de pierre
puis ça aurait été gravé, puis laissé dans les mains d'un squelette assis au fond d'une tombe. On est, encore une fois, dans notre monde à nous, là. Oh oui. Mais tu sais, la très- recherche, la très collecte hot, d'artefacts au fond d'une tombe qui Ouais. serait comme un enseignement. Ah, c'est comme ça qu'on fait de la magie, c'est comme ça Mhm. qu'on... Puis, Mais ça, on s'entend que c'est un truc quand même fréquent au niveau des croyances, souvent religieuses. Tu sais, le texte qui a été trouvé, puis c'est un texte qui est divin, mais tu sais, Ben il y a quelqu'un qui l'a trouvé, puis il vient le porter comme ça, altruistiquement aux gens, pour dire, ben regarde, ça c'est la vérité, etc. On l'a trouvé dans le fond d'une tombe. Fait que je trouve que c'est juste la version plus Indiana Jones de ça. Tu sais, c'est moins, ouais. c'est moins plate. Puis, tu sais, moi, je suis pas mal certain que ni toi ni moi, on s'adonne souvent à se promener dans des tombes puis trouver des affaires dans des tombes. Mhm. Mais comme je peux comprendre peut-être qu'à cette époque-là, c'était plus commun là, de visiter des tombes, surtout quand ces tombes-là étaient situées proches de temples ou ça pouvait être un lieu de pèlerinage. Fait que, bon, cool, la table d'émeraude a été trouvée dans une tombe. Moi, j'embarque, je suis d'accord avec ça. Dans le fond, cette table d'émeraude-là, c'était un petit peu la manifestation d'une quête de comprendre ce qui se passe autour. Puis, ça l'expliquait que si on comprenait, si on arrivait à vraiment avoir une organisation du monde complète, ben on serait capable de faire de la magie puis de modifier l'organisation autour de nous. Ça l'offre une vision hiérarchique. C'est un petit peu en lien avec notre épisode sur la théologie, mais on a tout le temps un lien. La magie est comme vraiment liée au divin. Puis la hiérarchie, c'est pas compliqué. Dieu est en haut. On a le monde intelligible juste en dessous, qui est le monde des idées, qui est le monde un peu métaphysique, immatériel. On a le monde sensible tout de suite après. Ça, c'est le monde qu'on voit, qu'on touche, qu'on sent. C'est le monde qu'on peut... Avec lequel on peut interagir. Avec lequel on peut interagir et dans lequel on évolue. Mhm. Et en dessous, il y a l'homme. Puis il existe même une hiérarchie en dessous de l'homme, un peu à la vision alchimique. Là, c'est que même dans les métaux, il y a des métaux qui sont plus divins que d'autres. Puis ça, on a cette organisation-là dans la table d'émeraude. Puis on propose aussi, comme tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, on propose que l'homme lui-même a cette organisation-là en lui. Fait que l'âme et l'étincelle divine, qui est comme l'analogue de Dieu. On a la philosophie, les idées, qui est le monde intelligible. Et on a le corps anatomique, qui est le monde sensible. Fait que c'est comme un genre de microcosme de cette organisation-là. Là, il y a du monde, en faisant la lecture de ces textes-là, pendant 13 ans, qui faisait ça se peut pas que ce soit toute la même philosophie, la même façon de penser, l'hermétisme, parce que il y a des choses qui ne concordent pas là-dedans. Dans une partie, on dit que le monde sensible, ben, il faut le contempler parce que c'est un reflet du divin. Fait que dans la contemplation de ce qu'il y a autour de toi, ben là, tu vas comme méditer puis tu vas développer des conclusions qui vont te permettre d'accéder à cette magie-là. Puis dans certains autres passages du texte, on dit non, le monde sensible, c'est un obstacle à accéder à la magie. Mhm. Si tu t'attardes au monde sensible, tu n'accéderas jamais à ce qu'il y a de l'autre côté. Il faut que tu puisses t'élever. Puis ça, cette deuxième façon de penser-là, c'est ce qu'on retient plus de l'hermétisme. C'est drôle parce que c'est vraiment plus... Tu sais, c'est deux façons de penser qui sont un peu différentes. Puis on voit dans les systèmes de croyances dans le monde que ça, matière contre psyché, là, tu sais, c'est un thème récurrent. Là. Tu sais, on a ça dans tout ce qui est... tout ce qui a suivi Descartes est extrêmement collé là-dessus. Puis aujourd'hui... il y a beaucoup de choses dans notre monde qui est... Ben, si t'as un focus sur l'apprentissage, sur l'intelligence, t'as pas un focus sur ton corps. Si t'as un focus sur ton corps, t'as pas un focus sur l'apprentissage. C'est comme deux choses qu'on vient déconnecter naturellement, puis que, pour moi, devraient pas nécessairement être déconnectées, tu sais. Ben, c'est comme Néo dans la matrice, genre, là. Ouais. Tu sais, faut pas que tu te fies à ce que tu vois, faut que tu ressentes le monde, puis à un moment donné, il débarre le truc de l'élu, puis il se met comme à faire de la magie, là, finalement. Ouais, il fait carrément de la magie, parce que la magie, c'est d'altérer les conventions des lois de la physique autour de toi, etc. Puis dans la matrice, ben, c'est pas la physique, c'est des 0 puis des 1, mais... C'est une magie qui est expliquée par la science-fiction. Là. Il y a toute l'affaire de monde virtuel qui entre en ligne de compte, mais reste que le final est la même chose. Oui, enlève l'idée que la matrice est une simulation puis il est en train de faire de la magie. Fait que, tu sais, mettons qu'on regardait la matrice puis qu'on nous donnait pas les codes pour comprendre que c'est pas la vraie vie puis qu'il y a un autre monde extérieur.
tu regardes toutes ces scènes-là. Tu connais pas l'histoire de la Matrice. Tu regardes juste les scènes où Neo commence à manipuler le bullet time, puis ça va même. Puis c'est juste un magicien, ce gars-là. Là. Ben, toutes les personnes qui sont branchées dans la Matrice qui n'ont pas pris la pilule bleue, pilule rouge. La pilule rouge. Tu sais, qui sont juste là puis qui font comme wow, ce gars-là, il fait des choses Ouais. on n'en fait pas. Mais ouais, il fait de la magie pour eux. Là. Mais c'est intéressant que tu parles aussi d'apprendre, tu sais, puis d'intelligence, puis de cheminement, parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on explique cette dichotomie-là dans l'Hermética. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on dit non, contemple le monde réel, c'est divin, puis après ça, non, faut pas que tu laisses le monde. Mais c'est comme si on te préparait à atteindre différents niveaux. Puis ça, je sais pas si ça te fait penser genre à la scientologie ou... Ça me fait penser à Donjon Dragon. Bon. La vie, c'est une série de niveaux, mais effectivement, la scientologie, beaucoup de sectes fonctionnent avec des niveaux. Puis souvent, c'est avec, tu sais, comme paye-moi, puis tu vas accéder au prochain niveau. Là. Ouais. Ben, là-dedans, il y aurait comme 2 niveaux là, majeurs. Là. Le premier, c'est que au départ, il faut comprendre puis faire l'expérience du monde sensible. Puis avec l'aide d'un tuteur ou d'Hermès lui-même, tu vas apprendre à te détacher de ce monde-là et à t'élever. Fait que c'est comme en 2 étapes. Fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont analysé les textes et différentes traductions. Non, c'est clairement la même idée. C'est juste qu'elle est graduée pour quelqu'un qui chemine dans la magie, qui apprend à devenir un magicien. Est-ce que les 2 textes, si on admet que les 2 textes sont du même auteur puis vont l'un avec l'autre, est-ce qu'il y a ça aussi? Il y a un des 2 textes qui est plus occulté que l'autre, puis quand tu commences ton cheminement, tu n'es pas encore prêt pour le 2e texte ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est apprendre en parallèle la table d'émeraude et l'autre affaire? Hermética. L'Hermética. Oui. Ben, l'Hermética lui-même est divisé comme en plein de volumes et de tomes différents qu'on attribue dans la mythologie au même gars, mais ce gars-là, c'est un dieu, je le rappelle. Là, c'est une fusion entre 2 dieux. Je pense pas qu'il y ait de gradation, tu sais, qui est comme lis ça, puis après ça, lis ça. Ouais. Ce qui posait problème, c'est le fait qu'on se promène entre les 2. Fait que si moi, mettons, je suis je suis en plein cœur de l'âge d'or arabe, en l'an 1000, puis j'ai accès à ces textes-là, puis je fais partie de cette culture-là, on va me dire, OK, ben Joël, lis tout ça, puis là, tu peux commencer ton parcours, mais tous les textes sont disponibles pour toi. Regarde ça, puis là, tu peux commencer à apprendre comment faire de l'alchimie. Oui, absolument. Puis, en fait, même que je pense qu'à un moment donné, on parle justement de l'âge d'or de l'islam, le Moyen-Âge. La philosophie va pouvoir aller chercher ce qui est utile dans l'Hermética, puis le mélanger à d'autres mouvements. Puis, les auteurs vont vouloir tirer leurs propres conclusions, mais c'était quand même un texte qui est en circulation. Puis, je pense qu'il l'était dans un collectif, dans une pile. Là, c'est à toi de démêler ce qui est. Mais peut-être qu'on avait plus l'oreille à ce genre de texte-là à cette époque-là. Aujourd'hui, on lit des textes occultes, puis c'est comme wow, le gars qui écrit ça, il était ailleurs. Là. Mais je pense que quand tout ce que tu lis gravite autour de ça, peut-être que c'est plus facile de faire la part des choses, puis de qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'à la Renaissance, tous les métaux sont composés d'une part de sulfure et d'une part de... Je pense qu'à un moment donné, on s'en est détaché. En fait, on s'en est détaché parce que l'Église, quand ils ont fait leur traduction en latin, ils ont décidé de mettre la partie occulte. Ah oui, ils ont tout tassé ça. Tout ce qui ne fitait pas dans l'Église, ils ont tout tassé ça, puis ils ont gardé juste comme la partie philosophique, si tu veux. C'est vraiment pas leur genre. Je comprends pas. C'est comme la seule fois qu'ils ont fait quelque chose comme... Non, c'est ça. Bon, ben ouais. Fait que, OK. En gros, là, pourquoi pour moi ça sonnait comme de la magie? Ça nécessite un enseignement. Fait que tu sais, dans les jeux de rôle, il y a le concept que tu peux être un lanceur de sorts qui a appris la magie. Tu peux être un lanceur de sorts qui est né avec la magie dans le sang. Tu peux être un lanceur de sorts qui tire sa magie du divin. Tu peux être un lanceur de sorts qui a fait un pacte avec une entité comme un démon, puis ce démon-là te donne un pouvoir magique. Ben là, on est vraiment dans le... Monte ton score d'intelligence, là, puis lis ça, puis tu vas être capable de faire de la magie. Je trouve aussi qu'il y a un lien fort avec le divin qui m'a fait penser à Tolkien. Ouais. Tu sais, Gandalf, puis Radagast. Les mages. Les mages. Leur pouvoir magique vient du fait que c'est comme une autre catégorie de créatures dans ce monde-là. Des genres d'anges. Là. Je te tends une perche parce que moi, mon Tolkien n'est pas aussi exé que le tien, là, mais c'est des Istari.
C'est une forme de Maya, puis les Mayas, c'est des anges pour les valeurs. Fait que tu sais, t'as les dieux qui sont descendus sur Terre, qu'on appelle les valeurs. Puis t'as les Mayars qui sont leurs serviteurs, leurs domestiques, mais en même temps, sont aussi les patrons de d'autres choses un peu. Mettons, t'as un dieu qui est le Vala de la métallurgie, Ouais. Aolé. Ben, il va avoir un apprenti et helper et compagnon qui s'appelle Sauron, qui est vraiment sympathique. Ouais. Puis, Bon gars. un bon gars, là. Stand-up guy. Puis c'est ça. Puis Sauron, c'est son Maya de service, tu sais. Puis un moment donné, ben, peut-être qu'il est tanné un peu d'être juste un ange, puis il se sent maltraité. Fait qu'il devient un méchant. OK. Mais tu sais, Regardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. ouais, c'est ça. Fait que là, il est allé se tenir avec une gang de drogués, dont Morgoth. Mais c'est ça, j'avais ce feeling-là, moi, que Hermès Trismégiste est comme... on le décrit dans sa mythologie comme étant comme divin, puis lui, là, tout de suite, là, la magie, c'est un genre de mage puissant, puis il vient comme l'enseigner. Puis à un moment donné, il repart, mais il laisse sa table d'émeraude cachée. Le fait que ce soit discrédité par l'Église aussi, je trouve que ça crée un genre de conflit entre la magie divine et la magie profane. Ouais, c'est ça. Puis t'as l'affaire que toi t'apportes, qui est les différentes sources de magie, tu sais, comme toi, tu sais, ta magie de ça ou de ça. Moi, ces textes-là me font vraiment penser plus à carrément quand, justement, dans un jeu de rôle, quand tu trouves un tome de je sais pas quoi ou un parchemin avec des formules magiques dessus, mais tu sais, ça, c'est la magie qui te vient d'un apprentissage, de lire quelque chose puis d'apprendre. Il y a un aspect de ça qui est intéressant. Quand il y a une connaissance qui existe dans le monde, que avoir accès à cette connaissance-là ouvre un nouveau pan de réalité qui appartient plus aux lois de la physique habituelle, mais il faut juste comme y avoir accès. C'est souvent quelque chose qu'on trouve en horreur cosmique aussi. Quand tu apprends que telle affaire existe, ça vient briser ton monde intérieur. Puis là, tu comprendras plus la réalité de la même façon pour tout le reste de ta vie, puis tu deviens fou, puis tu te ramasses à l'asile d'Arkham. Ouais. Fait mais t'as ça, tu sais, ou tu l'as dans la version qui est genre devenir bourrin, un mage surpuissant parce que t'as la connaissance d'une affaire que personne d'autre a. Un peu comme notre sorcier de Tower of the Elephant de Conan. Ouais, c'est vrai. Qui est tout seul à avoir la connaissance de l'éléphant qui vient de l'espace. Ouais. Fait qu'il est tout seul à pouvoir gérer une magie, genre. D'où lui vient sa magie, lui, ben c'est de cette créature-là qui a kidnappé, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est des Puis enseignements pas juste de sa cette magie créature-là. aussi, toutes les choses toutes les connaissances qu'il possède Ouais. par rapport au monde. Tu sais, tout le monde vit dans un monde restreint, on vit dans ce monde-là, mais lui, son monde, tout d'un coup, est rendu comme vraiment plus grand que le monde de tout le monde, parce que lui, il sait que wow, il existe comme tout un univers autour de nous, il existe des dimensions parallèles, il existe d'autres planètes. Bon, fait que ces connaissances-là, un petit peu comme dans l'Hermetica, font que tu accèdes à un autre degré de savoir que les autres. Là. Ouais, puis tu sais, ce qu'on considère comme de la magie, tu sais, au début, tu as dit, dans le fond, c'est ce qu'on comprend pas, on l'analyse comme de la magie. Ouais. Fait, il y a plein d'affaires différentes que c'est possible qu'on comprenne pas de notre monde. T'sais, fait que tu as une société qui évolue, puis qui regarde un peu autour d'elle, puis qui fait comme ça, ce phénomène météorologique-là, c'est quoi? On comprend pas. Ça, genre, cette mutation génétique qui a donné genre une personne différente, c'est quoi? Ah, c'est magique. T'sais. Fait que tu assignes de la magie puis du surnaturel. Des fois, c'est des effets... un effet d'optique, à une certaine époque, pouvait être vu comme une forme de magie, tu sais. Mm-hmm. C'est une intervention divine. Les feux follets. Les feux follets. Ben, fait que, tu sais, t'as plein d'affaires de même, puis l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est toutes des sources de magie. On comprend pas qu'est-ce qui fait que tout le monde a pogné la peste. On comprend pas. Fait que c'est quelque chose qui nous vient du divin. Fait que, tu sais, c'est tout le temps en lien un peu avec ce qu'on parlait il y a quelques épisodes dans la mythologie, la religion, l'interprétation. Mais l'aspect magie, c'est ces choses-là qu'on comprend pas. On dit, ben c'est magique. Mais attends, la différence entre magie puis en faire un mythe, c'est qu'il y a des gens qui peuvent le contrôler. On est dans notre société, on va avoir, mettons, un rôle social assigné au chaman, à celui qui est capable, à la voyante. Mm-hmm. Fait que là, t'as
dans une micro-société, tu vas avoir ces personnes-là qui ont ce statut-là de magicien. Et on est encore dans la vraie vie, mais tu sais, dans la vraie vie, on y a cru, puis on y croit encore dans plein de contextes, à avoir ces personnes-là qui ont des statuts de rôle social différents de magiciens. Puis encore plus quand cette personne-là elle-même a quelque chose d'inexplicable. Tu sais, quelqu'un qui a une mutation génétique inconnue du reste du village, c'est clairement une forme de magicien, de sorcier. Ouais, ou une malédiction. Oui, c'est ça. Puis, ou sinon, un miraculé. Ouais. Le miraculé du village, lui, il porte le don. Tu sais, il a le don en lui. Fait que le Dieu lui parle à travers lui, etc. Fait que ça, c'est les points d'entrée de la magie, un peu, je trouve, dans notre monde, dans l'histoire de notre monde. Mais il y a des gens qui sont capables de faire de la magie. Maintenant, on est ici pour parler de world building. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour faire la magie dans notre univers fictif? Pour moi, il y a comme 2 choses à régler, là. C'est premièrement, tu veux-tu que ça soit explicable puis solide, ou que tu veux que ça soit comme inexplicable? La magie est présente, mais est inexplicable. Fait que, ou même, en fait, avant, tu veux-tu qu'il y ait de de la magie? Oui, effectivement. Si t'en veux pas, passe au prochain épisode de Comme du Monde. N'écoute pas cet épisode. Tu vas voir, le prochain épisode est malade. On a une entrevue. Ça va être la fin. Mais ouais, est-ce que tu veux qu'elle soit explicable, ou tu veux que ce soit un genre de mystère? Si tu décides qu'il y a une forme ou une autre de magie, puis même que ça pourrait être pas de la magie, mais certains personnages interprètent ça comme de la magie. Ouais. Tu pourrais être dans quelque chose de vraiment, vraiment explicable pour nous, par nous, mais les personnages, eux autres, ne se l'expliquent pas. Fait que déjà là, tu es dans l'univers de choisir dans ces choses-là. Puis, tu sais, une grosse règle d'art, c'est de faire un choix entre la magie dure et la magie douce, là. OK. Tu sais, le hard magic system, soft magic system. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Jamais. Jamais? Okay. Je veux dire, comme je connais comme soft sci-fi, hard sci-fi. Est-ce que c'est un peu la même chose, mais pour la magie? C'est très proche d'être ça. Fait que le hard magic, c'est vraiment expliqué. Puis, Exactement. Fait que Donjons et Dragons, c'est du hard magic. Okay. Parce que chaque élément de magie dans Donjons et Dragons suit des règles strictes. OK. Le Seigneur des Anneaux, c'est du soft magic. Parce que quand Gandalf fait de quoi, on sait pas d'où ça vient, on sait pas s'il va être capable de le refaire demain. On comprend pas. OK. Fait que quand tu fais du hard magic, quand tu fais de la magie dure dans ton monde, tu veux établir... Puis si c'est un monde fictif, mettons, il y en a des œuvres qui ont des règles pour la magie vraiment strictes. Mettons, Full Metal Alchemist, OK. c'est extrêmement strict comme règle. Avatar de Last Airbender, quand même assez strict aussi. Si t'es un firebender. Ouais, tu peux maîtriser le feu, puis il y a une limite à quel point tu peux le maîtriser. Genre, la limitation naturelle, c'est parce qu'il faut que tu fasses des arts martiaux pour faire ton truc. Maintenant, t'es fatigué. OK. C'est une limite physique, naturelle, qu'on peut tout comprendre. Genre, maintenant, t'es éreinté de ton activité physique. Oui, puis c'est quand même pas juste dans ce système-là, mais dans plein d'autres. On voit souvent ça, que la personne qui vient d'utiliser sa magie, ça tire du jus. Puis, ouais. Mais dans l'œuvre de Brandon Sanderson, je sais pas si tu connais Brandon Sanderson, mais il a fait ses propres affaires à lui, mais il est surtout connu pour avoir fini la série de Robert Jordan, The Wheel of Time. Ah oui, OK. Mais Brandon Sanderson, c'est un auteur de fantasy émérite. Là. C'est comme le Stephen King du fantasy, dans ce sens où il a produit, puis il a beaucoup établi les règles de ce qui se fait et de ce qui se fait pas après Tolkien. Fait que, tu sais, lui, il est vraiment allé sur quelque chose de magie dure. Dans tout ce qu'il fait, c'est quasiment de la science. Tout est expliqué au quart de tour. Pour pouvoir faire ton sortilège, il te faut tant de grammes de tel ingrédient, telle affaire. Il faut que tu fasses la formule magique, que tu le prononces avec cette voyelle-là plus forte que cette... Fait que toute cette espèce de règle-là de la magie qu'on connaît dans les jeux de rôle, dans les jeux vidéo aussi, où il y a de la magie, il y a des trucs très, tu sais, de la mana, des... Ouais. C'est des ressources. Pas lui qui a inventé ça, mais c'est lui qui lui a donné ses blasons d'or dans la culture du fantastique. Parce que maintenant, tu construis quelque chose avec de la magie, puis les gens vont te le reprocher si c'est pas cohérent, s'il n'y a pas un coût, une limite. Fait que, on va parler souvent d'une limite, genre, comme je disais, avec un firebender qui est fatigué, mais aussi un coût. Il y a un prix à payer pour ta magie.
Puis des fois, ça va être des répercussions, une malédiction sur ta famille qui est comme pour contrebalancer le fait que tu as eu droit à un sortilège. Tu sais, ça t'a sauvé la vie, mais t'as fait un pacte avec le diable. C'est un peu ça, là, l'espèce de répercussion. Mais des fois, le coût, c'est pas ça. Des fois, c'est carrément, ça te coûte de l'argent, tu sais. Même qu'à Donjon, t'as ça, t'as des spells que des tu sorts peux... qui coûtent de l'argent, de l'expérience. Ça coûte de l'expérience, ça coûte de l'argent. Puis, t'as aussi un autre facteur qui limite l'usage de la magie, c'est carrément la compétence. Fait que là, tu t'es pas encore rendu là dans tes apprentissages où il faut que tu développes plus de compétences, il faut que tu te pratiques. Ça, souvent, c'est l'aspect qui est le moins clair. Ouais. En littérature. En littérature, mettons. Parce que tu peux inventer un personnage surpuissant, puis d'un coup, lui, il a accès à... Ouais, mais tu peux tout le temps jouer avec. Tu peux dire, OK, fait que là, mon héros, qui est un magicien, se ramasse contre l'antagoniste, puis il est juste sur le bord d'être assez puissant, mais le magicien est encore un peu plus puissant, le méchant sorcier est plus puissant. Puis ça veut rien dire, ça. Tu sais, tu peux mettre des chiffres, puis dire, ton héros est à 19, le magicien sorcier méchant, il est à 20. Ouais. Puis ça, avec, c'est un jeu... avec le pouvoir de l'amitié, le protagoniste, tout d'un coup, vient matcher. Bon. Oui. Mais c'est ça. Puis ça c'est pour un jeu vidéo, ces chiffres-là marchent. Dans la littérature, tu veux pas ces chiffres-là, fait que ça reste très flou. Mm-hmm. Fait que ça veut dire que tu peux tout le temps jouer avec ça. Donc, c'est comme c'est un truc que l'auteur a dans sa manche. Puis si tu l'utilises intelligemment de temps en temps, avec parcimonie, ça peut être correct, mais sinon, c'est vraiment cheap de tout le temps juste faire ça. Puis tu sais, comme, il est quasiment assez fort. C'est quasiment comme Dragon Ball. On y revient, là, mais tu sais, l'idée qu'il y a toujours un méchant plus fort, puis etc. Tu peux faire la même chose avec la magie. Mais cette idée-là de compétences, de développer des compétences, pour moi, est plus intéressante quand c'est de développer des nouvelles compétences qui changent de type de magie, tu sais, comme... Le personnage s'en va à l'autre bout du monde puis il découvre que c'est possible, la magie, je sais pas moi. Je pense, mettons, à l'œuvre de George R. Martin, de Game of Thrones, ces affaires-là. Il y a un truc qui s'appelle le Blood Magic. Exact, oui. Puis ça, c'est juste à Essos qui font ça, puis c'est juste à Ashai, c'est des contrées lointaines. Il n'y a pas ça à King's Landing puis à Winterfell. Fait qu'il faut que t'ailles, il faut que tu voyages la moitié du monde. Fait que ça, c'est ton coup. Puis ta limitation, il faut que tu te rendes, il faut que tu prennes un voyage de bateau dangereux, puis tu vas croiser des humains avec la peau en pierre, puis Puis un moment donné, tu vas te rendre. Puis là-bas, il va falloir que tu te fasses enrôler dans une école de magie, mais tu sais, il y a un coup, puis tu vas perdre une partie de ton âme. Puis George R. Martin est quand même bon là-dessus aussi, les coups. Parce que... la réputation aussi de quelqu'un qui fait de la blood magic, c'est une limitation, tu sais. Oui, c'est ça, parce que les gens vont te détester, puis ils ont peur de toi, puis tout. Mais ça, George R. Martin, il met pas beaucoup de magie dans Song of Ice and Fire. Il y a par contre des personnages qui reviennent à la vie avec la magie de Hurlor, le dieu du feu. Oui, comme si quelqu'un mourait, puis on disait non. Non. Cette personne-là, elle a quelque chose à faire, puis là, exactement. Revient, fait que là, c'est avec l'espèce de feu. C'est le dieu du feu, fait que c'est comme le feu sacré qui t'est réimplanté dans toi. Ouais. Puis il y a un personnage qui s'appelle Beric Dondarrion qui revient à la vie comme ça, puis qui est ramené genre 10 fois par son prêtre de l'art personnel. Mais à chaque fois qu'il est ramené, il perd une partie de sa personnalité. Il perd ses souvenirs, il se rappelle plus de son enfance, il perd comme ses réactions les plus humaines, puis il reste juste comme un peu une carapace vide de sa propre personne. Plus ça avance, plus qu'il n'est pas lui. Fait que genre, le coup, il est quand même clair, puis il est intéressant parce que c'est un coup narratif. Ce personnage-là devient de moins en moins une personne avec qui on peut avoir des moments. C'est quelqu'un qui est de plus en plus juste comme... C'est ça. Une coquille de qu'est-ce qui était avant. Ouais. Puis, il reste quelque chose derrière à chaque fois. Ouais, puis il y a Catelyn Stark aussi, qui est un des personnages principaux, la femme de Ned Stark dans la saison 1, qu'elle revient sous forme de Lady Stoneheart. Elle est ressuscitée. Il n'y a pas ça dans la série télé. Mais elle est ressuscitée, puis sa version qui revient, c'est carrément genre une undead vengeresse. Là. C'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Tu sens que c'est genre les pouvoirs, parce qu'elle, c'est... OK, spoiler pour Game of Thrones, il y a une affaire qui s'appelle le Red Wedding. Pour ceux qui ont déjà vu Game of Thrones, c'est une scène, c'est un épisode, c'est le meilleur épisode de la série. Probablement, ouais. C'est vraiment fort, puis c'est bien écrit, c'est bien apporté. Mais bon, elle vit une tragédie. Un drame. Puis elle meurt, puis beaucoup de gens qu'elle connaît meurent, puis
fait qu'après ça, dans la série télé, il n'y a rien de plus qui se passe. Mais dans le livre, elle se fait ramener à vie après avoir été, genre, son corps a été jeté dans la rivière. Fait que, genre, 2 semaines plus tard, la dépouille dégueulasse se fait ramener à vie. Et puis, tout ce qu'elle veut faire, c'est tuer tout le monde qui a tué sa famille. T'sais. Fait que ce personnage-là, c'est une vengeance sur pattes. C'est un autre aspect de l'imitation, ça, le fait que tu te mets en danger à chaque fois que tu lances un sort, à chaque fois que tu utilises la magie. Il peut se passer quelque chose, ça peut venir avec un effet secondaire qui vraiment t'avait pas anticipé. T'sais. Le fait que ramener quelqu'un des morts, c'est quand même presque cliché, là, que Ben oui. tu peux ramener quelque chose d'autre. Il peut y avoir un pousseux qui revient avec la personne. La personne peut revenir pas comme elle était. La personne peut revenir zombifiée. La personne peut... Il y a tout le temps un petit peu la patte de singe. Là, que Ouais. on sait pas trop quand on va faire ce sort-là comment ça va se passer. Peut-être plus avec la soft magic, justement. T'sais. Ben, c'est ça, quand tu fais de la magie douce, ta magie... Dans le fond, la magie dure, quand tu l'utilises pour ton œuvre, si tu racontes une histoire, mettons que c'est pas un jeu de rôle, puis t'es DM, puis tu crées ton monde, mais mettons que c'est pas ça, puis tu racontes une histoire, puis tu as une fin en tête. La magie dure est là pour que le lectorat découvre en même temps que le personnage c'est quoi les règles, comment ça fonctionne, ou le lectorat le découvre, puis le personnage le sait déjà, mais il y a un apprentissage à faire dans tes premiers chapitres où ce que tu développes la connaissance de ton lecteur là-dessus. Faut que cette connaissance-là paye. Fait que plus tard dans l'histoire, l'usage clever de la magie va résoudre un problème. Que ce soit un petit problème, que ce soit le problème final du dénouement, mais il faut que tu aies mis les choses en place pour faire ce jeu-là, qui est quasiment le même jeu que lire un meurtre et mystère exact, ou un Sherlock Holmes, un whodunit, où ce que le lecteur peut s'amuser à essayer de dire « Ah, il peut utiliser tel pouvoir parce qu'il est dans la chambre de telle affaire. Puis là, il y a le pouvoir, puis il y a le truc en onyx dans les mains, et là, il va pouvoir le faire. » Tu sais, il y a tout ce système-là. C'est un bon dispositif narratif quand même dans ton histoire. Mais il y a juste la magie dure qui peut faire ça. Okay. La magie douce, ça n'a pas à ça du tout. Puis souvent, les gens, les fans de fantasy à la Brandon Sanderson, style magie dure, vont reprocher à la magie douce de genre, bah, c'est n'importe quoi, n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment, ça veut rien dire. En réalité, la magie douce, son objectif, c'est pas de créer ce genre de truc-là. Pour moi, son objectif, c'est de créer une représentation surnaturelle du thème de l'histoire, des enjeux, des défis personnels, de l'univers psychologique de tes personnages. Fait que c'est un outil pour la narrativité, mais pas pour l'intrigue, pour le thème. Fait que t'as, mettons, l'anneau avec Frodon. L'anneau représente beaucoup. L'anneau est le centre de tout. Mais la magie que l'anneau fait, le rendre invisible, ça calisse un peu. C'est pas ça le focus. Le focus, c'est le fardeau. C'est le fardeau de l'humanité. Puis la quête, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce fardeau-là, puis c'est comment ne pas se faire corrompre. Fait que la corruption de l'anneau, c'est ça qui est intéressant à aller fouiller. C'est comme le mal qui donne un petit plus, mais qui te pervertit tellement. Puis, fait qu'on est là. Puis elle est quand même inégale dans comment ça s'opère. Là. Il y en a qui résistent à la corruption, il y en a qui les résistent pas, il y en a qui préfèrent juste rien avoir à faire avec l'anneau parce que peut-être que... on reste dans le soft parce que justement, on n'a pas de sa magie à balise. l'anneau, si on commence à mettre des règles dures puis qu'on analyse ça, on se va dire, bon, ben, fait que dans le fond, Tom Bombadil, lui, il est immune. Ouais. Puis Gandalf, Galadriel, eux autres sont trop forts, l'anneau va être trop fort sur eux. Fait que c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de ça. Les hobbits sont naturellement résistants. Sauf Gollum. Gollum est naturellement résistant aussi. C'est juste que ça fait des centaines d'années qu'il résiste. Ouais. Fait que tu sais, t'as Sméagol. Sméagol, c'est ça. T'as vu que je cherchais ça. Oui, tu cherchais. Puis tu vois, pour moi, c'est un bon exemple avec Gollum, puis avec ça, parce que avec le Seigneur des Anneaux, parce que l'anneau, c'est vraiment le centre de l'histoire. Fait que c'est de la magie, le centre de l'histoire. Mais pourtant, on nous donne jamais comme autant de détails que, mettons, dans Harry Potter, où tu sais, les gens apprennent des sorts, puis s'ils n'ont pas leur baguette, ils peuvent pas caster. Mm-hmm. Fait que t'as tout un système. Dans Seigneur des Anneaux, la magie de l'anneau, elle peut être claire si tu vas fouiller, mais au premier abord, là, l'important, c'est de sentir qu'il y a un spectre,
il y a comme une menace latente dans cet objet-là. On peut rien faire sauf le foutre dans la montagne. Puis si on réussit à le faire, même passer ça, Frodon va quand même vivre à chaque année une détresse. Puis à un moment donné, il a besoin de partir, puis il n'y aura jamais le cœur libre parce que la magie noire, c'est ça. Ça t'affecte d'une façon qui est indescriptible puis qui peut pas être mise en chiffres. Elle n'est pas quantifiable, elle a une qualité, mais pas... Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, le choix entre magie dure, magie douce, c'est ta première affaire qu'il faut que tu décides. Puis après ça, ben, si tu rentres plus dans magie dure, ben là, tu peux tomber dans tout ce qu'on peut faire avec la magie. Puis je pense que toi et moi, peut-être, va nous falloir un autre épisode sur la magie, une année où on va pouvoir rentrer dans vraiment les types d'occultisme puis tout. Parce que juste de regarder la liste des écoles de magie de Donjon Dragon versus la psionie, versus les pouvoirs surnaturels d'une bête surnaturelle. Les pouvoirs divins. Oui, versus les pouvoirs divins puis les domaines des prêtres. Ça, c'est comme tout un monde de magie dure. Mais une fois que tu es là-dedans, tu peux plonger dedans puis genre faire des choix. Puis, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, en tant que créateur, maître de jeu, créateur de mon propre univers, des fois, j'ai inventé des types de magie ou des sorts, tu sais. Oui. Puis quand tu fais ça, il faut que tu prennes des décisions mathématiques, tu sais. Bien, surtout dans un contexte de jeu de rôle, parce qu'il y a des règles à respecter. Souvent, il y a des distances, des durées. Mais cette idée-là de dire que il faut qu'il y ait parfois une rareté à ta magie versus un coût, versus une limite, c'est de même que tu peux créer un système de magie dure qui est vraiment efficace. Tu sais, qui est vraiment bon. Parce que sinon, si tout le monde fait de la magie comme ils veulent, puis c'est n'importe quoi, c'est t'auras pas d'histoire. Absolument. Puis en plus, là, on parle de la magie pour la magie, mais la magie aussi, quelle influence elle a dans ton monde? Est-ce que les gens ils ont une crainte de la magie? Ouais. Est-ce qu'elle est omniprésente puis tout le monde en fait? Il y a des univers de même, hein, parce que genre, c'est toi qui me parlais, là, tu utilises la magie pour faire ton lavage. Dans Héberon, c'est de la magie de bas niveau, mais répandue. OK. Fait que tout ce que la magie peut faire, que, mettons, l'électricité peut faire, ben là, let's go, ça existe. Tu sais, genre, il y a un train qui existe, puis la raison, le déplacement, l'opération de ce train-là, ben, c'est la magie qui l'explique. C'est ça. Ou c'est vraiment rare, la magie, puis les gens qui le font sont ostracisés, tu sais, comme t'as pas le droit de vivre en société, tu vas te faire mettre à mort si tu es un pratiquant de la magie. Puis... Ou est-ce que dans ton monde, il y a une gradation aussi de la magie? Y a-tu différents types de magie, puis il y a des types de magie qui sont vus comme pures, puis il y a des types de magie qui... À base, la nécromancie, mettons. Là. C'est ça, exactement. À base, la nécromancie, puis la magie noire, puis les affaires de même sont... C'est comme naturellement, on dirait, ça, c'est les choses qui sont à proscrire. Tandis que, mettons, l'abjuration, la protection, c'est quoi le problème avec cette magie-là? T'sais, peut-être que si on pourrait... Fait que, genre, on dirait que j'ai un a priori social déjà, là, sur... Fait que quand tu crées ton monde fictif, tu veux-tu jouer avec ça? Tu veux-tu dire la nécromancie? Invente un univers où la nécromancie est vue comme une bonne chose, tu sais. Ben, dans Héberon, il y a une nation, je reviens avec Héberon encore, ils ont une nation complète basée sur la nécromancie. Pendant la guerre, il manquait de gens pour s'occuper, mettons, des fermes ou tout ça. Fait qu'eux utilisaient la magie pour utiliser des squelettes, des zombies, des morts vivants qui pouvaient comme labourer les champs. Avoir de la main-d'œuvre. Avoir de la main-d'œuvre. Puis à un moment donné, ben, tant qu'à faire, on pourrait avoir des armées. Fait que on met les gens dans les armées. Tu peux tout de suite penser à développer une société qui s'est construite style antique avec une caste d'esclaves, tu sais, puis avec une caste de... Puis qu'un moment donné, il y a quelqu'un révolutionnaire qui réussit à dire « Hey, on va affranchir tous les esclaves, puis on va prendre des squelettes, gang. » Puis ça, c'est vu comme quelque chose de vraiment magnanime et bon, tu sais. Ouais. C'est de la bienveillance pour ton peuple. Puis de dire, si on a besoin de gens pour faire des jobs poches, ben on va prendre les undead. On va prendre les créatures qu'on ramène. En plus, ça peut t'amener sur des problèmes éthiques. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se rassembler, genre non, libérer les morts, tu sais. Ils ont une conscience. Puis, même plus que ça, là, toi, t'as une ferme, puis la personne qui travaille sur ta ferme, c'est ton grand-père mort. Ouais. Tu sais, comme il y a des rapports humains aussi avec genre, OK, ben, tu sais, il est plus lui, là. Il est plus lui-même, c'est un zombie. Mais c'est quand même le corps de mon grand-père qui est en train de s'occuper
de la ferme pendant que moi, genre, je bois mon cocktail. Mhm. OK. Hey, j'ai un texte à te lire. Oui? J'ai essayé encore une fois d'être en lien avec notre thème, mais ça commence à être difficile. Fait qu'un jour, je livrerai mon squelette, mon plan de travail pour mon Hard Magic dans mon univers. Parce que c'est un jeu, hein, mon univers, finalement, à la fin. Fait que j'aurai pas le choix d'avoir un système dur de magie. Tu dis ça, mais j'aimerais apporter un contrepoids à ce que tu viens de dire. Ouais. Il y a un jeu auquel j'ai joué ça fait longtemps qui s'appelle Exalted. Ouais. Est-ce que tu connais Exalted? Oui, je connais Exalted. Exalted, ça m'a surpris à quel point c'était du soft magic. Dans le sens que tu peux comme décrire ce que ton personnage fait, puis si c'est cool. Ouais. Tout est toujours très flou au niveau des chiffres. Puis tu fais t'as des pouvoirs magiques. Puis quand tu le décris autour de la table, ton maître de jeu va te donner la puissance de ton action en fonction de la qualité de ta description. À quel point c'est over the top. Ouais. OK. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois over the top. C'est vraiment manga, là, un peu. Là. C'est de même que je l'interprète souvent. Là. Il y en a des exemples quand même pas mal de soft magic aussi dans les jeux de rôle, dans Monster of the Week, qui essayent d'émuler un peu Buffy, X-Files. Ah oui. Ben, tant que ton personnage, tu le décris en train de faire quelque chose, il y a comme le droit là, de s'essayer à faire de la magie. Il y a quand même des limites, là. Tu sais, genre, si tu essaies de blesser quelqu'un avec ta magie, ben, voici le nombre de blessures que ta magie peut infliger. Est-ce que tu penses que tu t'adopterais ce genre d'affaires-là pour ton jeu ou tu veux vraiment plus avoir un classique magie dure, on place les choses, tout est calibré? Étant donné que c'est un univers, à la base, est-ce que les gens qui joueraient avec, si jamais un moment donné, pas juste moi qui joue dedans, mais qui vont vouloir pouvoir prendre leur système préféré puis l'appliquer sur ça, tu sais? Fait que je suis encore en questionnement est-ce que je mets là-dedans le schéma Donjon Dragon, la magie ancienne, puis ou je crée un système, puis vraiment je joue avec la magie. Il y a plein de choses qui existent. Hein? Je sais pas si tu es familier avec les sorts niveau 0. Oui. Ouais. Fait que tu sais, il y a des jeux qui n'ont que des sorts niveau 0. Fait que toutes les spells font quelque chose, puis tu peux toutes les avoir. En fait, tu choisis, lui... La rareté de ta magie va venir du fait que tu peux pas tout avoir ta magie. Il y a une limitation sur combien de sorts tu peux connaître, mais ils sont tous comme égaux, si tu veux. Il n'y a pas une gradation. D'un moment donné, tu as des sorts niveau 9 que ça fait que tu réécris l'histoire humaine. Là. Mais tous les sorts font des petites choses. Puis, fait que ça me séduit quand même pas mal pour un système. Mais ouais, ça va être une réflexion à avoir. Je te tiendrai au courant. OK, cool. Ben là, tu nous as fait un texte qui touche à la magie de ton monde. Ouais. Cool. Allons-y. Idolum. Du grec ancien eidolon, image, fantôme. Chacun représente un fragment de l'empereur Adophar, le soleil invaincu, qui n'attend qu'à être assimilé afin de lui conférer ses connaissances et ses pouvoirs. N'oublions pas que chaque idole non assimilée demeure indépendante et peut influencer grandement son environnement. Rusée et trompeuse, elle résiste généralement au processus et présente des personnalités diverses et parfois caricaturales. Voici une liste non exhaustive des idolums. Notons qu'il existe une probabilité qu'un idolum exécute lui-même son pouvoir de partitionnement. D'imiter ainsi l'empereur constitue un blasphème immesurable, mais il nous incombe de rester prudents et d'anticiper la présence d'idoles supplémentaires, inconnues et dissimulées. 1. Jupiter. Personnalité colérique. Domaine, modification météorologique, astronomie, énergie renouvelable, religion, philosophie. Influence. Tempête, tonnerre, ionisation de l'air, superstition émergente chez les peuples en contact. 2. Junon. Personnalité protectrice, méfiante. Domaine, immunologie, protection. Influence. Aseptisation, isolement d'un territoire, assainissement d'un lieu autrement toxique ou dangereux, guérison miraculeuse. 3. Neptune. Personnalité passive, reclus. Domaine, purification de l'eau, navigation, biologie marine. Influence et signes, vague, maelstrom, comportement animal étrange, apparition de structures au large du continent. 4.
Minerve. Personnalité enjouée, curieuse. Domaine, les arts et la littérature. Influence, apparition de textes en langue étrangère, apparition de comportements étranges chez les peuples en contact, danse, personnalité multiple. 5. Mars. Irascible, définitif. Domaine, combat, guerre. Influence, agressivité d'un peuple en contact, apparition de stratégies avancées et meilleure utilisation de l'équipement. 6. Vénus. Personnalité, séductrice, vaine. Domaine, anatomie, physiologie, sciences de la reproduction, génétique. Influence et signes. Rassemblement d'animaux plus fréquents, augmentation de la population animale et de la fréquence de reproduction, apparition de spécimens présentant de nouveaux traits. 7. Apollon. Inquisiteur, protecteur. Domaine, aérospatial, aéronautique, médecine. Signes. Phénomènes gravitationnels anormaux, inversion de la gravité, augmentation de l'espérance de vie. 8. Diana. Libre, chaotique. Domaine, faune, flore, physique. Signes, diversité biologique anormale, croissance et évolution de la faune et ou flore accélérée. 9. Vulcain. Personnalité intense, passionnée. Domaine, métallurgie, ingénierie, chimie. Signes, transformation ou collecte de matériaux, présence de nouvelles technologies chez les peuples en contact, structure étrange. 10. Vesta. Personnalité compréhensive et généreuse. Domaine, hospitalité, terraformation, archéologie et sociologie. Signes et influence, alliance entre peuples en contact autrement peu probable. Résurgence de concepts purgés ou relégués à la damnation mémorielle. 11. Mercure. Personnalité, amicale, ouvert. Domaine, linguistique, histoire et sciences politiques. Signes et influence, psychose collective des peuples en contact, crise existentielle, récit décousu. 12. Cérès. Personnalité, passive, concentrée. Domaine, agriculture, développement durable, optimisation. Signes et influence, abondance alimentaire chez les peuples en contact, domestication de nouvelles plantes, apparition de nouvelles plantes. OK. On est enfin rentré dans c'est quoi les idoles. Ouais. Pourtant, Tu comprends pas encore. Je suis encore bien perdu. Mais là, tu nous as fait un descriptif de 12 idoles. Mhm. Fait que je comprends beaucoup plus parce que je comprends c'est quoi ces 12-là puis qu'est-ce qu'ils font l'une par rapport à l'autre, qu'est-ce qui les différencie. Ce que je comprends pas, c'est... Puis là, c'est à toi de me dire, mais... Une idole, c'est... Est-ce que c'est animé? C'est une personne? C'est vivant? Ça bouge? Ça fait des choses? Ou est-ce que c'est une cochonnerie qui traîne quelque part? Ben, moi, je cache rien, là, tu sais, c'est un work in progress, fait qu'il n'y a pas de punch à la fin, là. Pour moi, les idoles, c'est des fragments de l'empereur. Oui. Puis, Oui, ça, on le comprend quand même bien, là. OK. Ben, c'est pas nécessairement des personnes, mais c'est comme des... Moi, ce que je mets dans influence et signes, c'est ce qu'un aventurier peut commencer à repérer qui sort de l'ordinaire, qui ferait à ta peu, il y a peut-être une idole dans le coin. Fait que c'est des phénomènes semi-surnaturels là, qui pourraient faire dire à un aventurier de peut-être être plus attentif dans ce lieu-là. Fait que quand je parle, mettons, pour Jupiter, là, qui peut avoir des tempêtes, du tonnerre, l'ionisation de l'air, s'il y a des peuples qui sont en contact avec l'idole, mais il peut avoir une superstition émergente. Fait que ça veut dire que quelque part là, il y a une idole qui mène une certaine influence sur un territoire. L'aspect matériel de l'idole, ben pour moi, il varie d'un idole à l'autre. Fait qu'il y en a que c'est carrément une idole. Là. C'est ouais. Statue, mettons. Là. Ça pourrait être ça. Puis il y a du monde qui sont en possession de cette statue-là, puis ça opère une influence sur le monde immédiat.
si on le ramène puis on le redonne à l'Empire, ben là, l'empereur va pouvoir comme se l'approprier puis récupérer une partie des connaissances qu'il avait. Donc, l'empereur Adofar, il a été morcelé. Ouais. Là, ici, on a 12 de ces morceaux qui sont perdus, puis que n'importe quel héros pourrait partir à l'aventure, les chercher puis les ramener à l'empereur. C'est comme ça. C'est ça son appel à l'aventure aussi. Ouais. Tu sais, le fameux appel à l'aventure que l'empereur pousse tout le temps. Là. Mais c'est ça qu'il cherche, l'empereur. Ouais, l'empereur il veut cherche que le comme monde à ramène se ses reconstituer. Ouais. Est-ce qu'il y en a plus que 12 ou ça, c'est une liste exhaustive? Ou est-ce que tu n'as pas décidé encore? Ben, c'est ça, je dis, voici une liste non exhaustive. Notons qu'il existe une probabilité qu'un idolum exécute lui-même son pouvoir de partitionnement. Oui, c'est ça. Fait qu'un idole peut se resubdiviser. Ouais. Et là, ça ferait qu'à ce point-ci, ça, c'est les 12 qui sont connus, mais il y en a peut-être 3-4 là-dedans qui sont rendus 6-7. Exact. Fait que là, il y a plus d'idoles qui existent, mais on les connaît pas. Ouais. Puis, c'est un blasphème immesurable Ouais. de faire ça. Ben, dans le fond, on veut toujours relancer l'aventurier sur sa quête. Fait que, puis tu sais, l'idole, je l'ai dit, là, il peut être rusé, il peut être... il peut interagir, là. Il est peut-être doté de paroles. Peut-être qu'il va essayer de persuader l'aventurier de « Ah ben non, tu sais, comme, ramène-moi pas à l'Empire. Moi, je peux... je sais pas, dans le cas de Vulcain, non, moi, je peux t'aider à fabriquer des armes. Tu peux même pas t'imaginer là, ce que je suis capable de faire. Ah oui, c'est ça. C'est séducteur. Là. Mais puis, comme tu dis, ça peut être une statuette, mais ça peut aussi être complètement autre chose. Ouais, ça pourrait être ça pourrait avoir une forme humanoïde, ça pourrait avoir... J'ai pas encore vraiment statué là, l'apparence de chaque idole, mais je sais pas si tu te souviens, ben en fait, je sais que tu te souviens, mon texte sur Anemone Jigger. Ça me dit rien. Mais oui, j'en souviens. Ben, dans le fond, mon idée, c'est que ce module-là qui est envoyé, comme pour transporter toute la culture humaine puis pour prévenir d'autres mondes d'une éventuelle invasion aranéenne, aurait finalement trouvé un monde habitable. Mais à un moment donné, dans l'atterrissage, tu veux, dans le contact avec ce monde-là, il y aurait eu quelque chose qui aurait cloché, puis le module aurait comme explosé, si tu veux. OK. Puis là, chacun de ces fragments-là, dans le but de se sauvegarder, peut-être que ce module-là a fait comme, ben, on a plus de chances de survivre à ce crash-là si je me fragmente, puis je divise chacun de mes domaines, si tu veux, dans différentes poches physiques. Ouais. Puis là, pouf, ça s'est répandu sur un territoire. Puis là, on est à la recherche de ces fragments-là. Fait que l'empereur, c'est le module central. Ouais. C'est comme le cœur du vaisseau spatial. Ouais. C'est le mothership. C'est une intelligence artificielle qui utilise la superstition puis les connaissances qu'il a à sa portée pour manipuler tout un monde à faire sa job de recollection de fragments. Puis lui, dans le fond, si ce module-là portait l'entièreté de l'histoire de l'humanité, lui, de son bord, ce qu'il y a en lui, c'est beaucoup de connaissances par rapport à la Rome antique. Puis c'est le même qui s'associe à ça, puis c'est ça qui vient pousser. Là. Non, moi, je pense que il y a un collectif humain à la base qui l'a créé. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui était geek. De Rome. I guess que je vais aller à Rome. Ouais, exact. Disait le docteur. J'ai toujours voulu aller à Rome, peut-être pas dans ces circonstances-là, mais bon. Fait que, est-ce que dans son code, il y a comme un fail-safe de genre la superstition, elle s'opère comme ça chez des peuples primitifs. Dans un cas de, bon, ben là, on peut faire ça. Puis là, l'intelligence artificielle honore la mémoire de son créateur. Puis... Ah, c'est tellement fin de sa part. Je connais beaucoup d'intelligences artificielles qui sont pas aussi fines que ça. Excuse-moi, je me rétracte. J'adore les intelligences artificielles. Je sais que notre podcast va être clairement écouté par des intelligences artificielles. Je voudrais pas en offenser nos overlords éventuels. Mais ouais, fait que c'est vraiment cool. L'empereur Adofar étant un module d'une sonde. Ouais. Cool. Ouais, j'avoue que là, c'est comme une bombe que je drop de même. C'est une bombe. Puis le soleil invaincu, c'est l'empereur Adofar ou c'est un autre mot? Parce que... Ouais, c'est comme une autre appellation de l'empereur. Là. OK. D'ailleurs, le module s'appelait le Advanced Off-World ouais, Artificial Intelligence. Fait que ça fait comme Adofar
In, Adofarin, si tu mets Ouais. toutes les 2 premières lettres de chaque mot. Fait que c'était comme mon clin d'œil à appeler ça Adofar. C'est Advanced Off-World Artificial. Puis là, peut-être que dans le crash, l'autre bout s'est perdu. L'autre Puis bout, l'intelligence, il est avec Vénus. Là. c'est ça. D'ailleurs, ben, c'est ça. J'ai regardé tes différentes influences et signes. Là. Ils sont pas toutes du même. Tu sais, que tu dis, si on voit une nouvelle superstition qui apparaît ou une tempête, ça, c'est peut-être Jupiter. Mais genre, Apollon, tu vois la gravité s'inverser. Là. Ouais, parce Comme que je me ça- dis ça peut qu'Apollon, être vraiment fucked up. c'est comme le module qui gère comme tout le pic des technologies aérospatiales de l'homme. Tu sais. Fait qu'est-ce qu'ils ont des capacités à, je sais pas moi, par rapport... J'essayais de trouver, en fait, là, pour être honnête, au début, je faisais une table 1 des 12. OK. Fait que mettons que tu veux générer une aventure dans mon monde, tu veux générer une zone à l'ouest de Valterreur Ah ouais. à explorer. Puis tu décides Tu comme décides bon, ben, qui a une influence sur cette zone-là, lance un dé. Puis là, ça te donne des idées sur qu'est-ce que tu peux mettre. Puis moi, mon but, c'est que l'ouest de Valterreur, ce soit un lieu d'aventure où tout est possible. Puis je veux mettre en contact les joueurs avec de l'exploration, mais comme aller chercher l'étrange de l'exploration. Si je te dis explore une forêt, explore une montagne, bah. Mais si dans un territoire, il y a des îles flottantes, mettons, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est l'idole Apollon tu sais, qui opère une influence un petit peu chaotique parce qu'on s'entend, c'est tous des fragments d'intelligence artificielle qui ont vécu un crash. Fait que, puis on ne sait pas ils sont là depuis combien de temps. Puis dans le fond, de la façon qu'on pourrait commencer une campagne de ça, tu brasses un des 12, puis tu dis, bon, ben à l'ouest de Valterreur, c'est l'influence de Diane. C'est ça. Fait que là, c'est les trucs de Diane qui apparaissent dans cette campagne-là. Puis les joueurs ne connaissent pas, ne savent pas qu'ils s'engagent dans une campagne de Diane, mais ils vont découvrir peu à peu que ce qui est en train de se passer, c'est très... c'est quoi? Diversité biologique anormale, croissance et évolution. Mon Dieu, c'est annihilation. Ouais, genre, exact. Un genre de territoire avec des plantes qui ont démesuré, puis des animaux qui ont évolué des traits spécifiques. Puis, Fait que là, tu rentres parce que Diane dans le rempart glitch, tu sais. sud, Ouais. en sortant de Valterreur dans cette campagne-là, avec ce groupe de jeux-là. Dans un autre groupe de jeux, ça serait Mars. Puis là, c'est la guerre. Exact. Moi, dans comment je te le livre, Mars a déjà été découvert. Tu sais. Ouais. Bon, dans un contexte de jeu de rôle, on peut partir à zéro. Puis, quoique ça peut être intéressant d'avoir Mars qui est déjà trouvé parce que ça fait partie un peu de l'histoire des expansions. Puis, à un moment donné, les rebelles se sont mis à avoir une supériorité militaire sur l'Empire. Mais c'est Mars tu sais, qui fournissait tout ce que l'homme a amassé de stratégie militaire puis de technologie. Puis, puis là, finalement, l'Empire a réussi. à combattre. Fait que là, il y a le sommeil de Mars, Ouais. qui est un lieu, un temple à Mars. Puis là, c'est comme terminé. Exact. Mars fait maintenant partie des choses que l'Empire possède. Oui, mais puis c'est quelque chose que j'aurais pu rajouter. Pour moi, vient le choix de ramener l'idole dans l'Empire ou de l'utiliser à ses propres fins. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on joue sur un axe de je le fournis à l'Empire, puis l'Empire possède maintenant ces technologies-là, ces avancées scientifiques-là, ou je le garde jalousement à Valterreur, puis c'est Valterreur qui bénéficie de... Ben oui. Valterreur peut devenir comme une zone autonome assez forte pour contrer l'Empire. Ou même, tu peux avoir une game de heist d'aller voler Mars. Dans l'Empire. Aller à la capitale, prendre Mars pour toi. T'sais. Ouais. Fait que si Mars est vraiment déjà assimilé, comme tu le positionnes. Mais comme tu dis, ça pourrait être une campagne qui se passe avant ça, puis Mars n'est pas encore intégré, puis cette ville, le temple n'existe pas encore. Ouais, puis ça peut être un bac à sable aussi, puis dans une partie de la carte, c'est Jupiter qui est à son influence, puis de l'autre côté, c'est Junon, puis Neptune s'est écrasé dans l'océan, tu sais, puis là, tu as une campagne marine tout d'un coup, mais qu'on n'a pas vraiment de navire, mais là, un coup qu'on a découvert Neptune. Ou Neptune, quand on le découvre, ben là, tout d'un coup, on débarre la navigation, puis la carte vient d'agrandir, parce qu'on peut maintenant traverser des cours d'eau, puis s'aventurer dans l'océan. C'est très cool, j'aime beaucoup ça. Ça fait... OK, c'est cool pour un jeu de rôle, un jeu de table, mais tout de suite, je vois le jeu vidéo, tu sais, aussi, parce qu'il y a ça, là, il y a très... c'est très arbre technologique, mais pour ton groupe de jeu, pour l'univers qui est ouvert autour de toi ou qui est fermé, comme tu dis, la navigation, ben si tu découvres l'idole, là, maintenant, t'es rendu qu'il y a un DLC. C'est ça. T'as un monde de plus à découvrir après. Ouais.
Puis moi, j'ai pris ces doses-là, mais en même temps, dans le panthéon romain, il existe bien plus de divinités, puis il existe bien plus de domaines. Oui, fait que là, ils peuvent se partitionner, puis c'est libre au maître de jeu d'inventer les autres. Tu sais, vite de même. Là, ou même libre à toi de sortir une extension. C'est-tu Janus, qui est comme le dieu des portes, puis des portails. À puis... double face. Bon, là. est-ce que, genre, lui, il possède la technologie du warp drive, puis on se retrouve dans un territoire où il y a comme l'espace est tout d'un coup transformé par ça, puis on peut se téléporter d'un endroit à l'autre. T'sais. Est-ce qu'il y a un morceau qui a crashé sur une lune, puis là, on peut comme... se téléporter sur cette lune-là. Ou est-ce que ça l'ouvre un raccourci vers un autre lieu? On peut revenir sur Terre, ramener à Dophar. Je sais pas. Quelque chose que j'ai pas statué, c'est quoi l'époque? Qu'est-ce qui est ça arrivé fait combien à de terre? temps, puis qu'est-ce qui est arrivé à terre, parce que ça m'intéresse pas. Puis encore là, on est dans le très technique, puis moi, je t'explique comme l'histoire d'origine. Ouais. Mais dans le jeu, est-ce que je veux vraiment pousser l'aspect science-fiction ou je veux plutôt pousser l'aspect comment est-ce qu'une civilisation au départ qui est primitive est en contact avec cette information-là, comment elle l'interprète? Est-ce qu'on amène ça à des niveaux divins? Puis, Fait que je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, pour la liste, j'ai été avec des trucs comme énergie renouvelable, modification météorologique, mais je pense que dans le jeu, ce qui est cool, c'est l'aspect comme magique un peu de ces choses-là. Oui, c'est l'incompréhensible. Puis ce que je vois aussi, c'est que c'est le maître de jeu qui va faire ces choix-là puis qui va l'apporter. Puis le groupe de jeu, tout ce qu'il voit, c'est des îles flottantes. Là. C'est ça. Lui, il voit pas un jeu d'Apollon avec la gravité. Il voit des îles flottantes. Puis est-ce que c'est Apollon, les îles flottantes? Est-ce que Apollon va être hostile? Mm-hmm. Puis ça va être un combat? Puis si on bat Apollon, est-ce que ces îles-là vont comme s'effondrer? Fait que je trouve qu'il y a beaucoup d'avenues pour une aventure. Puis, Je trouve que ta production de cette semaine-ci, elle ouvre beaucoup de portes sur qu'est-ce qu'on peut faire avec Valterreur. Ouais. Puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Yes! Merci, Julien. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va recevoir en entrevue Annie Bouffard, productrice de jeux vidéo. J'ai très hâte. Et puis moi, je vais livrer une production visuelle, comme à mon habitude. Yeah, une production visuelle. Yeah, pour un podcast. Yeah. Cool, à la semaine prochaine. Bye à la semaine prochaine. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.